Ma famille est allée en Suisse. Juste nous, les proches, selon la publication de ma mère. Je n'étais pas invité, mais mon portefeuille de voyage, lui, l'était. Mon relevé de compte montrait 6 billets, des hôtels 4 étoiles et des locations de ski. Puis mon frère m'a envoyé un message par accident. Il est trop stupide pour le remarquer. J'ai répondu, il vient de le faire. J'ai annulé chaque transaction et signalé leurs identités sur la plateforme de réservation. À 6h03 du matin, mon téléphone a vibré 22 fois. Quand ma mère a publié cette photo avec cette légende, j'ai cru que c'était un souvenir d'un ancien voyage que j'avais manqué. Mais quelque chose dans la lumière et les vêtements semblait récent. J'ai zoomé. Mon frère, James, portait le sweat à capuche que je lui avais offert à Noël dernier. La neige avait l'air fraîche. Mon père portait son insupportable parka rouge. J'ai compris, ce n'était pas un souvenir. J'ai parcouru les commentaires. Un ami de la famille a demandé si les Alpes étaient aussi belles qu'elles en avaient l'air. Un autre cousin a dit, ouah, la Suisse. La vie de rêve. Et puis j'ai vu le commentaire de ma tante, surprise qu'Oscar ne soit pas là avec vous. Personne n'a répondu. La dernière fois que je les ai vus, c'était 3 semaines plus tôt, quand j'avais proposé un voyage en famille en Oregon et quelque chose de simple, un week-end dans un chalet, des sources chaudes, un peu de randonnée. Mes parents avaient l'air mal à l'aise. Maman a dit que l'argent était un problème, et James a marmonné quelque chose à propos d'examen. J'ai payé le déjeuner ce jour-là. C'est toujours moi qui paie ces derniers temps. Quelques jours plus tard, mon père m'a appelé pour me demander si je pouvais garder la carte de crédit d'urgence active, juste au cas où. J'ai dit, bien sûr. Je leur faisais confiance. Ce n'est pas comme s'ils avaient déjà fait quelque chose de si louche, mais là, je regardais une photo d'eux à Zermatt avec 2 personnes que je n'ai pas reconnues au début. Puis j'ai réalisé que c'étaient les amis de mes parents, Steve et Donna. Ils sont du genre à faire entrer de l'alcool en douce dans les mariages et à se disputer pour le karaoké lors des fêtes de famille. Ils ne font pas partie de la famille. Pas plus que la petite amie de James, qui était à l'arrière-plan d'une autre photo, tirant la langue sur un téléski. J'ai ouvert mon application bancaire, sans même savoir à quoi m'attendre. 6 billets d'avion de l'aéroport de San Francisco à Zurich. Plus de 8700 $ de frais, le tout en 2 jours. Des hôtels 4 étoiles à Interlaken, des trajets en train, des locations de ski, des réservations de fondue, et même une fichue excursion en montgolfière. Tout. Sur ma carte d'urgence. Cette carte avait un plafond de 9000 $. Il l'avait atteinte. Je suis resté assis là, pas encore en colère, juste abasourdi, jusqu'à ce que le message de James arrive. Il voulait l'envoyer à quelqu'un d'autre, il est trop stupide pour le remarquer. Mort de rire. J'ai fixé le message pendant peut-être une minute entière avant de répondre, il vient de le faire. Puis j'ai passé les 2 heures suivantes au téléphone. J'ai annulé toutes les transactions que je pouvais. J'ai signalé leurs identités sur la plateforme de réservation. Ils utilisaient mon compte de voyage. J'avais tous les numéros de passeport, les photos et les reçus de billets juste là. J'ai même envoyé une notification de fraude à la station de ski avec une copie de ma carte d'identité. Les annulations ont commencé à pleuvoir. J'ai appelé la banque, je leur ai dit que la carte avait été volée par quelqu'un que je connaissais. Je ne mentais pas. Quand j'ai eu fini, je n'avais aucune responsabilité financière et 5 comptes gelés. Leurs réservations d'hôtel ont été annulées. Leur forfait de ski, disparu. La camionnette de location, annulée. Même la réservation pour le dîner dans ce restaurant panoramique au sommet de la montagne, disparu. Puis, à 6h03 du matin, mon téléphone a commencé à vibrer. 22 fois. Je n'ai pas répondu. Ni aux 3 premiers appels de maman. Ni aux 5 de James. Ni à celui du numéro jetable de Steve. Ni à ceux de papa. Mais quand papa a rappelé à 7h41 du matin, j'ai décroché. Fils, nous avons besoin de 4200 $ pour rentrer à San Francisco. Peux-tu nous aider pour le moment? Non. Il y a eu un silence. J'ai dit, j'espère que vous apprécierez le reste de votre séjour là-bas. Vous aurez beaucoup à expliquer à votre retour. Des ennuis vous attendent déjà. Puis j'ai raccroché. Qu'ils le sentent. Ils seront de retour dans 2 jours. James a son propre argent. Il peut payer pour une fois. Je n'ai pas fini. Loin de là.
Ils ont atterri à San Francisco tôt jeudi matin. Je n'ai même pas eu besoin de suivre le vol, j'ai eu l'information de la part de Madame Langlais. Elle habite en face de chez mes parents, toujours en train de jeter un œil par sa fenêtre comme une caméra de surveillance humaine. Son message est arrivé à 6h12 du matin, ils sont de retour. Les valises ont l'air en piteux état. Ton père boite. Personne ne souriait. Je pensais que tu devrais le savoir. J'étais déjà habillé. Je suis arrivé à 6h41. Donna hurlait dans son téléphone, arpentant l'allée pieds nus. Steve avait l'air de s'être pris un coup de poing en pleine gueule de bois. Mon frère James traînait une valise Samsonite défoncée sur les marches pendant que sa petite amie était assise dessus, trop fatiguée ou trop suffisante pour lever le petit doigt. Mes parents se tenaient près de la porte comme s'ils attendaient d'être condamnés. Je n'ai pas pris la peine de dire bonjour. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, j'ai traversé et je suis allé droit au but. Vous me devez $4100. Frais non remboursables. Vous avez 3 jours. Maman a cligné des yeux comme si elle ne comprenait pas l'anglais. Mon père a tenté de parler mais s'est arrêté quand j'ai sorti mon téléphone et ouvert un dossier intitulé « Documents de fraude », des captures d'écran de chaque transaction. Date, heure, leur nom, leur visage sur les registres d'enregistrement des hôtels, des scans de passeport, même leur itinéraire de ski, tout ça tiré de mon portefeuille de voyage. Ils avaient vraiment tout utilisé. Mes documents sauvegardés, mes mots de passe enregistrés, ma ligne de crédit d'urgence. Ils avaient fouillé toute ma vie numérique pour réserver des vacances de luxe en Europe, puis avaient eu le culot de le publier comme s'ils avaient gagné à la loterie. James s'est avancé. C'est insensé. Tu exagères complètement. Je me suis tourné vers lui. Tu m'as exclu, tu m'as menti en face, tu as pris mon argent, puis tu m'as traité d'idiot dans un message destiné à quelqu'un d'autre. Il a ricané. C'était censé être un voyage pour des gens qui savent vraiment se détendre. Tu n'aurais pas été à ta place. Oui, j'ai compris ça avec la publication Instagram. Juste nous, les proches. Sa petite amie a marmonné quelque chose dans sa barbe. Je n'ai pas compris et je m'en fichais. Je me suis retourné vers mes parents. Vous avez emprunté ma confiance et l'avez transformée en vol. J'ai tout gelé, annulé ce que je pouvais, mais je suis toujours perdant de $4100. Vous me les rembourserez, ou j'engagerai des poursuites. Ça a attiré leur attention. Ma mère a commencé à dire quelque chose de doux, comme des excuses qui ne touchent jamais vraiment, mais je l'ai interrompu. Vous avez utilisé les noms de Steve et Donna sur les réservations. C'est de l'usurpation d'identité. Vous n'aviez le droit de rien faire de tout ça. 3 jours. N'appelez pas. N'envoyez pas de message. Payez. Puis je suis parti. À la fin de la journée, ils avaient rassemblé l'argent. Oncle Mark est intervenu, bien que j'ai appris plus tard qu'il avait fait à James un sermon qui a duré 1 heure et s'est terminé par « Tu as de la chance que je ne t'envoie pas en cure de désintoxication juste pour être aussi stupide. » Ils m'ont viré l'argent cette nuit-là. Pas d'objet, pas de message. Parfait. J'ai marqué le dossier comme « remboursé », j'ai archivé le dossier et je suis allé me coucher. J'ai dormi comme une souche. Le lendemain matin, James était devant mon immeuble. Pas de message, pas d'avertissement, juste là, debout dans un sweat à capuche, comme s'il s'attendait à une résolution digne d'une sitcom. Tu as gâché le voyage de tout le monde. Je me suis appuyé contre la rampe. Vous ne m'avez pas invité. Tu aurais pu gérer ça différemment. Discrètement. Vous m'avez tous exclu, menti sur les raisons, utilisé, moqué, puis espéré que je ne le remarquerais pas. Et maintenant, tu veux quoi? De la sympathie? Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Tu te comportes comme si tu étais meilleur que tout le monde. Je n'ai pas répondu, parce que je vaux mieux que des gens qui font ce qu'ils ont fait. Il est parti. Pas d'excuses, pas de honte, juste un regard amer qu'il a probablement répété devant le miroir. Mais un plus gros problème l'attendait, car je payais ses frais de scolarité depuis 1 an et demi. Le semestre prochain, il se débrouillera seul. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas convoqué de réunion de famille. Je suis simplement allé sur le portail de l'université, j'ai ouvert la section des finances et j'ai retiré ma carte du plan de paiement de James. J'ai désactivé le paiement automatique. J'ai fermé l'onglet. Il a probablement pensé que j'avais oublié. La date limite est passée tranquillement.
Une semaine plus tard, le système a signalé son solde impayé, 6042 $. Le blocage a frappé son compte. Pas d'inscription. Pas d'accès au portail étudiant. Juste un courriel poli, votre inscription a été suspendue pour non-paiement. C'est là que le silence s'est rompu. James a été le premier à envoyer un message. Décontracté. Salut, il y a eu un bug avec le paiement. Je crois que les frais de scolarité ne sont pas passés. Tu peux vérifier? J'ai laissé son message en « lu ». Puis l'appel est venu. Je l'ai ignoré. Puis le message vocal, moitié inquiétude, moitié ordre, peux-tu t'occuper de ça aujourd'hui, s'il te plaît? J'ai des travaux pratiques qui commencent bientôt. Pas un seul mot sur ce qu'il avait fait. Il a juste supposé que la machine continuerait de tourner. Puis maman a essayé. 3 messages vocaux. Le dernier durait près de 5 minutes. Ça a commencé calmement, trop calmement, pour se transformer en un monologue décousu sur le pardon, sur le fait que les familles font des erreurs, et que je devais arrêter de laisser l'argent me définir. Cette phrase m'est restée en tête. L'argent me définit? Comme si je n'avais pas passé des années à payer leur loyer quand papa était sans travail. Comme si je n'avais pas dépensé une somme à 5 chiffres pour les frais de scolarité de James l'année dernière, en travaillant les week-ends pour joindre les deux bouts. L'argent ne semblait pas les déranger quand j'étais leur distributeur automatique sur pattes. Un jour plus tard, papa m'a envoyé un message. Court, sans émotion. Je comprends. Fais ce que tu as à faire. Celui-là a eu un effet différent, mais pas assez pour changer quoi que ce soit. Puis James a réessayé. Tu ne vas sérieusement pas payer? J'ai répondu, correct. L'appel suivant était enflammé. Tu es une blague, mec. Tu ruines mon avenir pour des vacances. C'est dire à quel point tu es petit. Non, je te tiens pour responsable. C'est dire à quel point je suis fatigué. Tu ne comprends pas. J'ai besoin de ce semestre. Je suis déjà en retard. Je ne t'ai pas demandé de réserver des séjours au ski avec ma carte ni de le publier en faisant comme si je n'existais pas. Bon sang, tu es amer. Tu es un voleur. Puis il y a eu un silence. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il avait raccroché. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu n'as jamais fait partie de la famille. Tu étais un portefeuille. Tu n'aimes juste pas être vide maintenant. J'ai raccroché. 3 jours plus tard, ma tante m'a envoyé un message. Même pas une dont je suis proche. Elle a dit que je devrais avoir honte, que James était de la famille, que j'aurais dû gérer ça en privé. Je n'ai pas répondu. Puis un cousin a suivi, puis un autre. Quelqu'un m'a même envoyé par courriel un article sur les limites financières et la grâce. Il ne connaissait pas la moitié de l'histoire. Puis le dimanche est arrivé. Je me suis levé tôt et je suis allé chez mes parents. J'ai frappé une fois. Personne n'a répondu. Je ne m'y attendais pas. Le double des clés était toujours accroché au porte-manteau dans le garage. Je les ai prises et je suis parti avec la Civic argentée que je leur avais donnée l'année dernière. À l'époque, j'avais 2 voitures, et ils en empruntaient toujours une. Je pensais faire quelque chose de gentil. Maintenant, je ne faisais que rétablir l'ordre. Cette Civic était de nouveau à moi. Je l'ai garée dans mon allée et je suis resté assis 1 minute, le moteur tournant encore. Personne n'a appelé. Personne n'a envoyé de message. Je suppose qu'ils ont enfin compris. On ne peut pas passer des années à traiter quelqu'un comme un filet de sécurité et ensuite crier à la trahison quand il coupe la corde. Ils pensaient que je bluffais, mais ce n'était pas du poker. C'était l'heure de payer l'addition. Cela faisait 3 semaines depuis la bombe des frais de scolarité. Pas un mot de James. Pas de message, pas de crise de colère. Ce silence était suspect en soi. Je supposais qu'il se démenait en coulisses, cherchant une autre aide financière, espérant peut-être même que je céderais s'il attendait assez longtemps. Mais il n'a pas attendu. L'appel est arrivé un jeudi après-midi. Numéro inconnu. J'ai décroché. Bonjour, est-ce que je parle à Oscar Palmer? Oui. Ici Jenna, du service des comptes étudiants de l'université Sellage. Nous avons essayé de vous joindre concernant un solde de frais de scolarité impayés. Vous êtes inscrit ici comme garant financier sur le compte de James Palmer. Mon estomac s'est noué. Il doit y avoir une erreur. Je n'ai jamais accepté cela.
Elle a fait une pause. Nous avons un formulaire signé en dossier avec votre nom et votre signature. Je lui ai demandé de me l'envoyer par courriel. Elle l'a fait. J'ai ouvert le PDF, et c'était là. Mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, et, le pire, une signature falsifiée qui ressemblait presque, mais pas tout à fait, à la mienne. La case cochée à côté de « Assume la responsabilité financière en cas de non-paiement » m'a frappé plus fort que n'importe quelle insulte. J'ai eu froid. James ne s'était pas contenté de profiter de moi, il avait falsifié des documents légaux pour le faire. Je l'ai rappelé immédiatement et j'ai déposé une plainte pour fraude. J'ai envoyé ma carte d'identité, de vrais échantillons de ma signature et des captures d'écran de mes messages avec James. Elle a dit que l'affaire ferait l'objet d'une enquête, mais que jusqu'à ce qu'elle soit résolue, j'étais considéré comme responsable. Si ce n'était pas réglé, la dette affecterait mon crédit. C'était au-delà de la trahison. C'était la guerre. Je n'ai pas appelé James. Pas encore. J'avais besoin de quelqu'un qui comprendrait le poids de ce qui venait de se passer. Donc, ce week-end-là, je suis allé chez mon grand-père. Il a toujours été différent, plus distant du chaos du reste de la famille. Pas de faux sourires, pas de culpabilisation, juste un jugement silencieux et une mémoire solide. J'ai apporté le document falsifié avec moi, je me suis assis en face de lui à sa petite table de cuisine et je l'ai posé sans aucune mise en scène. Il l'a lu lentement, puis m'a regardé et n'a posé qu'une seule question. « Tu l'as déjà signalé ?»« Ouais. » Il a hoché la tête une fois, puis s'est levé, est allé dans la pièce du fond et en est ressorti avec une petite boîte verrouillée. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Il l'a déverrouillée, en a sorti un acte de propriété plié et me l'a tendu. C'était pour le chalet familial au bord du lac, celui où je n'étais pas allé depuis mes 13 ans. « Je te le donne, » a-t-il dit. Personne d'autre ne le mérite. J'appellerai mon avocat lundi. Je suis resté assis là, tenant l'acte, ne sachant pas comment réagir. Il n'avait jamais rien donné de tel à personne dans notre famille. Puis il a ajouté, « J'ai toujours su que tu étais le seul qui deviendrait adulte. » Sur le chemin du retour, James a finalement rompu le silence. J'ai vu son nom clignoter sur mon écran. J'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai répondu. « Il faut que tu arrêtes. Je sais que tu as prévenu l'université. Tu as falsifié mon nom. Je n'avais pas le choix, mec. Je pensais que tu serais cool avec ça, comme toujours. » Cool avec la fraude? C'est $6 000. Tu aurais pu simplement les payer. J'aurais pu, mais tu t'es assuré que je n'en ai pas envie. Il y a eu une pause. Puis il a changé de tactique. Je vais me faire renvoyer. Je ne peux pas m'inscrire. Il menace de recourir au recouvrement. Tu vas sérieusement me laisser tomber comme ça? Oui. Tu es sans cœur. Non. J'en ai juste eu marre d'être ta police d'assurance. Il a raccroché. Cette fois, pas d'insulte dramatique, pas de culpabilisation, juste le silence. 1 heure plus tard, ma mère a appelé. Son message a commencé doucement, « Je sais que les choses vont mal entre toi et James, mais nous n'arrivons vraiment pas à croire que tu laisses ça tout détruire. » Puis c'est devenu amer. « Tu agis comme si nous étions des étrangers. » Non, ai-je pensé, c'est vous qui avez fait de moi un étranger au moment où vous avez réservé des vols pour la Suisse avec ma carte et légendé ça, juste les proches. Puis un cousin m'a envoyé un message, un à qui je n'avais pas parlé depuis 1 an. Il a dit que je devenais une vraie déception. Que j'étais généreux avant. Que je changeais. Peut-être que c'était le cas. Le lendemain, je suis allé chez mes parents, je suis entré par la porte latérale du garage et j'ai pris la clé de la Civic sur le crochet. Je ne l'ai pas annoncé. J'ai juste ramené la voiture chez moi. Cette voiture était à mon nom de toute façon. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a rien dit. Je suppose qu'ils ont tous réalisé la même chose en même temps, j'en avais fini. Et le gars qu'ils prenaient pour un simple filet de sécurité? Il était sur le point de devenir le plus gros problème qu'ils aient jamais créé. À la fin du mois, James était officiellement renvoyé. Pas de cours, pas de réinscription, pas de plan de secours. Je l'ai confirmé moi-même en me connectant à l'annuaire public de l'université. Son nom avait disparu. Il s'était volatilisé du système. Je suppose qu'il pensait que quelqu'un interviendrait à la dernière seconde. Peut-être mes parents, peut-être un autre cousin, mais personne ne l'a fait. Pas cette fois.
Je continuais à m'attendre à plus de drames, plus de messages, plus de rage, mais tout est devenu étrangement silencieux. Puis, lentement, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Les gens ont commencé à changer de camp. Pas tout le monde. Ma mère était toujours furieuse. Elle m'envoyait des messages froids et secs sur sa déception, sur la façon dont j'aurais dû gérer les choses, en interne, comme s'il s'agissait d'un conflit de bureau. Mais le ton était différent maintenant, moins de pouvoir derrière, moins de contrôle. Mais des cousins, des tantes, même des amis de la famille et des gens que je pensais totalement acquis au récit selon lequel j'avais abandonné ma famille ont commencé à me contacter. Au début, juste pour demander ce qui s'était réellement passé. Puis ils ont commencé à me dire des choses que je ne savais pas. Une cousine a dit que ma mère avait déjà commencé à demander à son mari s'il pouvait co-signer un petit prêt pour la situation éducative de James. Un autre a dit que mes parents avaient évoqué l'idée de refinancer la maison, me reprochant de les avoir mis dans une situation difficile. Et puis, le plus surprenant, l'un des propres amis de James m'a envoyé un message privé sur Instagram. Je voulais juste te dire, je comprends pourquoi tu lui as coupé les ponts. Il nous a raconté ce qui s'est passé. Il a omis beaucoup de choses, mais on a compris. Tu n'es pas le méchant, mec. Honnêtement, on est tous assez impressionnés. C'était surréaliste. Et puis est venu l'appel de l'avocat de mon grand-père. Le transfert du chalet au bord du lac était finalisé, mais il a ajouté quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Votre grand-père a mis à jour son testament la semaine dernière, a-t-il dit. Il a retiré vos parents et James comme bénéficiaires. Il a dit qu'il ne leur faisait plus confiance. Il vous a nommé unique héritier de son côté. Je n'avais rien demandé de tout cela. Je n'ai jamais voulu être au centre d'un drame successoral. Mais apparemment, mon grand-père en avait vu assez. Il avait tout observé en silence, comme il le faisait toujours, et avait tiré ses propres conclusions. Ce même week-end, j'ai décidé de faire un tour en voiture jusqu'au chalet juste pour le voir. C'était calme, isolé et un peu rustique, mais cela semblait intact, comme un endroit où les gens ne criaient pas, ne mentaient pas et ne volaient pas de cartes de crédit. Je me suis assis sur le porche arrière pendant plus d'une heure, à regarder le lac. Je n'avais pas ressenti ce genre de calme depuis des années. Quand je suis rentré, mon père m'attendait devant mon appartement. Pas de message, pas d'avertissement, juste appuyé sur la rampe près des escaliers. Je voulais juste parler, a-t-il dit. Pas pour arranger les choses. Juste pour être honnête. Je l'ai laissé parler. Il a admis qu'ils avaient dépassé les bornes. Qu'ils s'étaient trop appuyés sur moi, qu'ils en attendaient trop. Qu'ils avaient laissé James croire qu'il avait droit à tout et n'était responsable de rien. Que même s'il n'était pas d'accord avec la façon dont j'avais géré les choses au début, il le voyait maintenant. Tu as eu raison de tracer la limite, a-t-il dit. Puis il a tendu la main. Je ne m'y attendais pas, mais je l'ai serré. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un message de James. Tout ce que tu avais à faire, c'était d'aider comme avant. Tu as tout détruit. Je l'ai lu une fois, puis une autre. Puis j'ai archivé la conversation et je suis passé à autre chose, car à ce moment-là, tout le monde avait enfin compris quelque chose que je savais depuis longtemps, je n'étais pas le problème. J'étais juste le seul à vouloir cesser d'en faire partie. Au moment où le printemps est arrivé, je n'avais pas eu de nouvelles de James depuis près d'un mois. Le silence n'était plus assourdissant, il était attendu. Je n'avais aucune idée d'où il vivait, comment il survivait, ou s'il avait enfin trouvé un emploi stable. Une partie de moi voulait demander, juste par curiosité, mais la curiosité est ce qui m'a échaudé en premier lieu. Puis un après-midi, un message est arrivé. Il était court, hésitant. C'est James. On peut parler? Ma première pensée, pourquoi maintenant? Mais j'ai dit oui. Nous nous sommes rencontrés au fond d'un café bon marché près du collège communautaire dont il se moquait autrefois. Il avait l'air plus mince, plus vieux, comme quelqu'un qui avait dû grandir rapidement sous des néons et un mauvais sommeil. Il ne s'était pas mis sur son 31 pour les excuses. Cela les rendait plus crédibles. Il a commencé par ce à quoi je m'attendais. Il a dit qu'il savait qu'il était allé trop loin. Qu'il n'avait pas compris ce que je portais jusqu'à ce que tout lui retombe dessus. Il a dit qu'il s'était trouvé des excuses pendant des années parce que c'était plus facile que de changer. Mais ensuite, il a dit quelque chose de différent. Je n'ai pas seulement bousillé ton argent, a-t-il dit. J'ai bousillé la façon dont tu nous voyais tous.
Je pense que c'est ce que je regrette le plus. J'ai laissé ça en suspens une seconde. Je ne te déteste pas, ai-je dit. Mais je ne te fais pas confiance non plus. Il a hoché la tête, a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que je le fasse. Puis il a offert quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas, je veux te rembourser. J'ai éclaté de rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que cela semblait impossible. Il n'a pas bronché. Petit à petit. Même si ça prend des années. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste levé, j'ai hoché la tête et je suis sorti. Je ne lui ai pas dit de rester en contact. Je ne lui ai pas offert de l'aider à démarrer. Je ne l'ai pas serré dans mes bras, ne lui ai pas pardonné et n'ai pas fait de scène. J'ai juste laissé les choses là où elles étaient. Certaines dettes ne sont pas une question d'argent. Et une certaine paix ne vient pas en réparant les choses. Elle vient en les laissant briser et en choisissant d'avancer quand même. Ce week-end-là, je suis retourné au chalet en voiture. L'air était encore froid, le lac à moitié gelé, mais j'ai quand même ouvert toutes les fenêtres. Pour tout aérer. J'ai fait un feu, j'ai bu du café sur le porche et je n'ai pas regardé mon téléphone une seule fois. C'était la première fois que je réalisais que je ne me sentais plus en train de protéger ma paix. J'étais simplement en train de la vivre. Le cousin qui m'avait un jour traité de froid m'a de nouveau envoyé un message quelques jours plus tard. Il m'a demandé comment j'allais, a dit qu'il admirait la façon dont j'avais tout géré. Il a dit que cela l'avait fait réfléchir à combien il avait laissé les gens l'utiliser, lui aussi. Les gens avaient remarqué. Ils observaient. Il s'avère que se défendre rend beaucoup de silencieux plus courageux, eux aussi. Même ceux qui n'avaient jamais dit un mot quand on vous mettait en pièces. 2 semaines plus tard, je suis retourné voir mon grand-père. Nous n'avons pas parlé de James, de mes parents ou de quoi que ce soit de dramatique. Nous sommes juste restés assis sur son porche à regarder les oiseaux se battre pour des croûtons de pain comme si c'était une question de vie ou de mort. Puis il s'est tourné vers moi et a dit, « Je pensais que tu deviendrais amer avec tout ça. » Je le pensais aussi, ai-je dit. Mais non. Tu es juste devenu plus fort. C'était tout. Pas de long discours, pas de leçon finale, car j'avais déjà ce dont j'avais besoin. L'argent n'avait plus d'importance. Les frais de scolarité, le voyage, les fausses signatures, la trahison, tout cela est devenu un bruit de fond. Parce que la chose la plus importante que j'ai tirée de tout cela n'était pas le chalet au bord du lac. C'était la preuve que je n'avais jamais eu besoin d'aucun d'eux pour être entier. Et au moment où j'ai cessé de les laisser m'effriter, je suis devenu quelqu'un qu'ils ne pourraient plus jamais briser. Cela fait 1 an depuis la Suisse, depuis le message qui a mis le feu aux poudres, depuis que j'ai retiré chaque dollar, fermé chaque robinet et laissé le pont brûler de lui-même. James ne m'a jamais remboursé. Pas un centime. Mais il n'en a jamais demandé d'autre non plus. Il travaille à plein temps maintenant. Aux dernières nouvelles, des quarts de travail en entrepôt, quelque chose avec des horaires de nuit. Pas glamour, pas ce qu'il avait prévu, mais honnête et tranquille. Mes parents ne se sont toujours pas excusés. Pas vraiment. Ils tournent autour du pot, demandent comment je vais, envoient une carte d'anniversaire sans la signer, comme si de petits gestes pouvaient réparer quelque chose de profond et de brisé. Je ne cours pas après. Je n'ignore pas. Je laisse simplement les choses être. La famille parle de moi différemment maintenant. Moins comme si j'étais froid, plus comme si j'avais fait ce qu'ils auraient aimé avoir le courage de faire. Les limites sont contagieuses, il s'avère. Depuis lors, 2 cousins ont cessé de prêter de l'argent à leurs parents. Un autre a quitté complètement une conversation de groupe familial toxique.